Mbolani les associés du Boulolou Gang, j'espère que vous allez bien. Épisode super spécial, c'était pas prévu, j'étais même en mode jeu de boudin, même la période là. Mais nous sommes en octobre et on connaît que chaque année en octobre, depuis déjà presque 10 ans au Gabon et même dans beaucoup de pays d'Afrique, on parle de Octobre Rose, un mois qui est là pour la sensibilisation au cancer féminin, notamment celui du col de l'utérus et celui du sein. Donc on sait très bien que tout le monde porte le rose en ce moment. Quand vous vous baladez en ce moment dans Libreville, par exemple, vous remarquez, tout le monde a son pins. Des fois, le pins, un petit ruban accroché, des fois mal accroché, des fois un peu trop haut sur l'épaule, etc. Mais c'est devenu quelque chose du genre, on sait que Octobre Rose, tout le monde sera en rose, campagne rose, machin rose, fit rose, tout ça, rose, 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 rose. Mais je me rends compte que du coup, après près d'une décennie, par exemple, dans le cadre du Gabon, on est maintenant beaucoup dans ok, tout le monde porte le rose, c'est joli, on fait des événements roses, ok, rose, 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 rose. Mais j'ai l'impression qu'on part très loin de ce qu'on doit vraiment avoir comme essentiel pendant cette période, parce que c'est quand même un mois. Donc on a 31 jours du mois d'octobre, là où on est en pleine sensibilisation. Et j'ai l'impression qu'on oublie le plus important, l'essentiel, qui est la prise de conscience, la prévention et surtout les réalités de la prise en charge de ces cancers-là, parce que il y a beaucoup d'autres cancers, mais il y a eu un gros focus sur celui du sein et du col de l'utérus. Parce que moi, en tant que femme, je sais que nous, on a la lourde charge de donner la vie. Et vous vous rendez compte que il faut quand même parler de ça. Et cette année, je ne voulais pas en parler parce que je me disais, c'est bon, là, il y a, toutes les entreprises portent les habits roses, on fait porter les habits roses aux hommes et tout ça et tout ça. Et du coup, moi, je me suis dit que c'est important, au-delà des rubans et de tous les symboles qu'on utilise et de comment commercialement ça aide beaucoup d'entrepreneurs à faire du chiffre, je me suis dit qu'aujourd'hui, il fallait quand même qu'on parle de ça. Octobre Rose, oui. Cancer du sein, oui. Cancer du col de l'utérus. Mais vous savez que dans le Boulalou Talk, Miss Boulalou, elle ne maîtrise pas tout. Et aujourd'hui, en fait, je voulais vous amener vraiment dans la réalité, derrière ces maladies-là. Parce que je me dis, aujourd'hui, on va parler de quelque chose, c'est un peu comme on parle du VIH depuis des décennies maintenant aussi dans notre pays. Le VIH qui s'est retrouvé d'ailleurs évincé par justement l'Octobre Rose et même aussi le Covid, parce que on ne parle plus de VIH et pourtant ça reste quand même des maladies qui minent nos sociétés, qui détruisent des familles. Et justement, je voulais inviter quelqu'un et c'est à la base même, on se connaît pas comme ça. La première fois que je l'ai vu sur le terrain de basket parce que vous savez, si vous me suivez, vous savez que Dodo a trouvé l'amour avec la balle orange de basket et du coup, je l'ai rencontré, on ne faut pas dire que je l'ai rencontré en fait, je l'ai remarqué sur le terrain et j'ai vu une femme qui arbitrait un match de basket mais très lancée, etc. J'étais tellement contente et on s'est retrouvés un jour autour d'un verre et puis on a discuté, elle m'a parlé justement de son parcours, elle qui a été victime justement du cancer du col de l'utérus. C'est ce qui est intéressant dans son histoire parce que moi qui suis en train de bouder en ce moment, tout ce qui est campagne et tout, rose, 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 elle c'est carrément par une campagne de fitness rose elle se fait dépister et qu'elle découvre qu'elle a le cancer du col de l'utérus. Je ne vais pas beaucoup parler parce que là j'ai déjà beaucoup introduit, mais là on va maintenant aller au fond de notre histoire et on va discuter avec elle. Elle va nous parler de son parcours. Elle, c'est Ichclia, parce qu'elle a Ichclia, hein. Ichclia, c'est un prénom particulier. Ichclia Pernel Zouga est mon invitée aujourd'hui. Elle ne vient pas là en tant qu'arbitre de basket ni entrepreneur, mais là aujourd'hui, elle vient en tant que femme qui a vécu le parcours du cancer du col de l'utérus, tout ici dans un contexte gabonais. Ichclia, d'abord, bonjour. Bonjour, on commence d'abord par la base. Bonjour, Miss Bilwalou. Ça va? Ça va. C'est un plaisir pour moi de te recevoir. C'est un plaisir aussi pour moi d'avoir une personne comme toi parce que tu es une sportive. Tu es une femme sportive parce que c'est une go qui joue au basket en plus. Hein, elle a joué équipe nationale et tout, et tout, et tout, et tout. On s'est débrouillé. Mais comme vous n'aimez pas vous informer, là, ne vous inquiétez pas. On va revenir sur le basket après. Mais aujourd'hui, tu viens nous partager quand même une expérience qui est en même temps qui chamboule, qui bouleverse et tout. Et puis moi, franchement, je veux qu'on en parle et surtout pour sensibiliser les gens qui nous écoutent. Et je veux d'abord qu'on commence à parler de quel était au départ les informations que tu avais en général concernant les cancers féminins. Ben, déjà, merci de m'avoir invité.
C'est difficile un peu d'être là et de parler de tout ça parce que après 4 ans, on va dire quoi, je n'avais pas encore, on va dire quoi, La force. la force de parler de ça. Mhm. Parce que c'est encore un peu imprégné dans mon esprit. C'est compliqué. C'est clair. Quand on est maman, et pour nous qui n'avons pas eu la chance de faire beaucoup d'enfants, j'en ai qu'une. Donc, quand on imagine après que sa vie peut basculer d'un jour à l'autre, comme ça. c'est un peu compliqué à parler, de s'ouvrir et d'expliquer aux gens que c'est une maladie qui fait rage et qui dérange énormément. Ok. Tu peux me rappeler, c'était quoi encore ta question? La question, c'était quelles étaient les informations que tu avais avant, justement, de te faire dépister? Est-ce que tu connaissais déjà les cancers féminins? Est-ce que, genre, tu es juste tombé dans la sauce comme ça? Comment est-ce que ça se passe, en fait? On va dire cancer, oui, je connaissais. La prostate, la gorge, du sein. Mais pour le col de l'utérus, c'était vraiment pas. Aucune information. Vraiment pas. Juste les basiques, en fait, de ce qu'on nous parle le plus, de se dire que le cancer du sein, il y a ça. Chez les hommes, vous avez le cancer de la prostate, etc. etc. Ouais. Mais sinon, c'est au fur et à mesure qu'on avance, on lit, on s'instruit, qu'on apprend des choses. Pour mon cas, oui. C'était un peu compliqué parce que je ne savais pas. D'abord, je ne savais même pas c'était quoi exactement, même le col de l'utérus. Donc, si tu veux, c'est compliqué. Et du coup, toi, comment tu te retrouves justement à aller te faire dépister? Parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit, par exemple, en inbox sur les réseaux, qu'elle m'avouait qu'elle avait du mal à envisager d'aller se faire dépister. Toi, comment tu te retrouves à te faire dépister? Oula, pas longue histoire, on va dire. Ma sœur m'a entendu parler de Octobre Rose. On va aller faire le sport, fitness au Palais des Sports. Donc, le fitness rose, oui. Voilà. Donc, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Elle me dit, toi qui es sportive, allons, machin et tout, j'ai pas envie d'y aller seule. J'ai dit, OK, d'accord, on y va. On est allé. Et il y avait la salle derrière où il fallait s'inscrire pour se faire dépister, etc. Je suis allée mettre mon nom sur la liste et j'ai attendu mon tour. Donc, pendant ce temps, je faisais le sport. Donc, au fur et à mesure, on venait nous chercher pour celles qui devaient se faire dépister, etc. Quand je suis allée, c'est douloureux. Ça, il faut l'avouer. C'est un truc un peu assez douloureux et gênant. C'est un peu comme quand on va chez le gynéco et puis, voilà. Le médecin, en regardant, a eu un peu la mine, un peu, on va dire quoi, pas froissée, mais interrogative. Parce qu'elle a vu quelque chose, elle ne savait pas quoi exactement c'était. Donc, l'option était quand ils ont ce genre de cas-là, ils vous demandent de passer au centre pour faire plus d'examens. Et c'est ce qui a été fait. Donc, j'ai dû prendre rendez-vous. On m'a orienté tranquillement pour aller faire les examens supplémentaires. C'est là-bas que la sentence est tombée. Ok. Donc, le diagnostic, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, du coup? Quand on me dit il y a quelque chose qui pourrait... Parce qu'elle n'est pas rentrée dans les détails spécifiques de la chose. Elle a juste dit, j'ai constaté que vous aviez quelque chose qui n'est pas... que je ne vois pas trop clair, etc., etc. Est-ce que vous pensez que vous pourriez venir lundi, venir faire telle chose? Bon, moi, je ne suis pas très hôpital, hein. Ça, il faut le dire. Je déteste les hôpitaux. On est deux. Pour preuve, j'ai accouché à la maison. Donc, imaginez un peu. Je déteste les hôpitaux. Ouais. J'y vais que si je suis... On est obligé. En fait, c'est question de vie de mort. Donc, je dois aller, par exemple, renouveler mes lunettes. Je suis obligée d'aller voir l'OFTA. Parce que je ne peux pas me lever, aller... Sinon, j'y vais pas. Ouais. Je ne fais pas dans l'automédication. J'ai des amis médecins. Je leur explique mes symptômes. S'il y a moyen qu'ils se déplacent, ils se déplacent à la maison, ils m'auscultent, font mon ordonnance, je vais acheter mes médicaments. Mais et dire que je vais à l'hôpital, ah non, j'ai horreur de ça. Elle ne veut pas l'hôpital. Non, les odeurs, en fait, les gens ne se rendent pas compte, les hôpitaux, c'est affreux. Ouais, il y a un esprit bizarre là-bas. On est censé guérir quand on va à l'hôpital, mais rien que l'atmosphère, c'est comme s'il y avait un esprit qui se baladait. C'est comme s'il y avait la contagion. Voilà, c'est lourd et puis c'est insupportable. Donc pour les gens comme moi, Dieu merci, je tombe pas malade tout le temps. Je peux faire 3, 4 ans, 5 ans. La seule maladie que j'ai, c'est la grippe.
Ouais. Sinon, en dehors de ça, oula, purée, je suis chez moi, tranquille. Hein. Et donc, du coup, tu y vas le lundi Je vais lundi. avec des appréhensions? Oui, quand même. C'est comme quand je fais mon test du VIH. Il y a toujours les appréhensions parce que on se balade, on se coupe de temps en temps quand on va à la manicure. Il y a toujours des appréhensions. Oui. Mais bon, pas trop parce que je me connais. Je fais du sport pratiquement tous les jours. J'arbitre des matchs intenses. Je marche pratiquement tout le temps. Je participe à tellement d'activités que il y a des choses on n'imagine pas que ça puisse arriver. Okay. Vraiment, parce que comme les fumeurs, il y a des fumeurs qui n'ont jamais de tuberculose, mais un non-fumeur, il se retrouve à avoir la tuberculose, on se demande pourquoi. Donc, il y a vraiment des choses que on n'imagine pas que ça puisse arriver. Donc, j'arrive, je demande à voir le médecin. On m'a dit, oui, ok. On m'enregistre, on fait machin. On m'a emmené dans une pièce. On m'a fait un autre examen, on a fait comment on appelle ça, une échographie pelvienne. Donc, on vous met une caméra à l'intérieur de... Waouh. Voilà. Ok. Pour bien voir l'intérieur et tout ce qui va avec. Waouh. Donc, ok. vous êtes là assise, ok. Il y a une vidéo qui passe, voilà. Le médecin est là. Ça fait les... Ça appelle l'infirmière. Ça regarde bien, ça zoome, ça... Là, quand même, l'impression monte. Et quand elle monte, c'est... Et il y a trop de silence, etc. Voilà. Donc, je termine la consultation. Et après, elle me redemande quel âge j'ai. À cette époque, je devais avoir 33 ans. Parce qu'aujourd'hui, j'en ai 37. Je dis, j'ai 33 ans. Vous avez des enfants? Je dis, oui, j'ai une fille. Ok, donc elle a posé un tas de questions par rapport à tout ce qui concerne la féminité. Bon, comme on dit les enfants, est-ce que vous avez fait des fausses couches ou quoi que ce soit? J'ai dit oui, j'en ai fait 3. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions. Et après, en fait, je pense que c'était pour me préparer à m'annoncer ce qu'elle avait à m'annoncer. Parce que, en fait, quand elle a dit, sur place, moi, je ne me suis pas rendu compte, en fait, qu'elle avait dit ça. Que vous avez un début du cancer du col de l'utérus. Vous faites du sport? J'ai dit, je suis arbitre de basket. Donc, je cours tout le temps. Je fais plein d'activités sportives. Ma fille joue au basket, donc je suis obligée parfois de l'accompagner pour s'entraîner, pour machin, pour l'aider un peu. Et elle dit, ok. Écoutez, vous savez, c'est des choses qui arrivent. Parce qu'avant ça, j'ai eu un trouble hormonal pendant que j'étais à l'étranger, quand j'étais étudiante. Donc pendant 3 ans, j'ai eu un véritable trouble hormonal. Donc elle a essayé un peu de m'expliquer un peu les raisons, les conséquences les causes qui auraient pu emmener que je puisse avoir ça. D'accord. J'ai fait, ok, d'accord. Et c'est quoi? Parce que quand je lui demande c'est quoi un cancer du col de l'utérus. Parce que quand même, il faut nous expliquer. C'est vraiment pour les très bêtes. Qu'est-ce qu'on leur dit? Je lui ai demandé, c'est quoi le col de l'utérus? C'est quoi le cancer du col de l'utérus? Elle me regarde genre comme si j'avais dit que je connaissais pas que Dieu existait, quoi. Je dis non, je connais le cancer du sein, oui, la prostate, le pancréas et tout ça, mais col de l'utérus, etc. Je suis une femme, c'est vrai, mais je connais pas forcément tout ce qu'il y a dans mon corps. Hein. En fait, je fais tout pour l'entretenir comme il faut. Parfois, on déborde. Voilà. Mais elle m'a expliqué. J'ai dit, ok. Bon. J'ai demandé quelle serait la solution la plus pratique là pour régler ce problème. Est-ce que c'est déjà trop en avance? Parce que dans les explications, elle essayait de m'expliquer que ça avait déjà pris quand même une bonne partie que les risques je pourrais ne peut-être plus... avoir d'enfants? Voilà. Que ça peut causer de l'infertilité chez moi. J'ai fait ok, d'accord. Ok, mais quelle serait la solution que je pourrais faire en fait? On m'a dit qu'il fallait que je fasse une chimio. Ok, la chimio c'est quoi? Ah oui, parce qu'on entend beaucoup parler, mais on ne sait pas exactement. C'est des médicaments, c'est sous perf.
Donc, on vous met sous perf, on vous fait une chimio. C'est des médicaments pas assez, extrêmement forts. Donc, qui est suivi d'une alimentation un peu particulière. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas manger. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on fait des chimios. Donc, il faut faire abstraction de beaucoup de choses. En fait, c'est beaucoup de sacrifices. En fait, si vous voulez guérir, c'est beaucoup de sacrifices. Obligatoire. Donc, j'ai dit, OK. D'accord. Et après, je suis restée silencieuse. En fait, elle parlait et puis j'entendais plus rien. C'était vraiment... Dès elle a commencé à faire chimio, il faut un programme, il faut. Et la chimio était le seul moyen ou le seul traitement qui était proposé? Oui, dans mon cas, oui. Ok. Voilà. Il n'y avait pas, on va dire, il n'y avait pas d'opération, quoi que ce soit. Non, il fallait d'abord tuer comment on dit ça? La cellule cancérigène, oui. Il fallait la tuer. Et après, on voit comment ça évolue en fonction des chimios qu'il fallait faire, etc. Mais non, après, il fallait juste aviser en fonction de l'évolution. Et on arrange le traitement et tout ce qui va avec. Alors, Ichiklia, dans ton parcours, dans ton traitement, par exemple, quel a été le plus difficile pour toi? Le plus difficile, c'était d'accepter de le faire. Ça t'a pris du temps entre le jour du diagnostic et le jour où tu as commencé pour le traitement? Ça m'a pris 2 semaines. 2 semaines. Ok, donc pendant 2 semaines, tu étais en train de réfléchir, tu te posais des questions. Oui. Est-ce que c'était nécessaire? Voilà. Est-ce que c'était utile? Est-ce que j'en avais vraiment besoin? Et j'ai commencé à me renseigner un peu sur Internet, regarder un peu des vidéos qui parlent de ça. Et j'ai eu un déclic. Quand ma fille est venue me demander ce qui n'allait pas, parce que ça faisait 3 jours que je n'avais pas dormi, donc je ressemblais à rien du tout. Et quand je dors pas, je peux pas porter mes lunettes. Déjà, je vois pas sans lunettes, c'est impossible. Donc, je ressemblais vraiment, on va dire, à un zombie, quoi. Parce que j'ai dépéri en 3 jours. J'ai sérieusement dépéri en 3 jours. Et je pouvais même pas aller au sport, donc je pouvais pas arbitrer. Donc, j'avais trouvé un moyen de dire que je n'étais pas disponible pour aller siffler les matchs. Le déclic est venu d'elle. Et tu as pu lui expliquer? Non, je lui ai rien dit. Elle m'a dit juste une phrase que je lui dis toujours, que même si ça va pas aujourd'hui, demain ça ira, mais garde toujours le sourire, parce que il y a que ça, quoi. Je préfère te voir sourire que de te voir triste, parce que ça sert à rien, c'est des choses qui arrivent. Si tu tombes, tu te relèves. Et ça, c'est toi qui lui dis ça, et puis... Non, ça, c'est elle qui me dit ça, parce qu'elle a l'habitude de l'entendre, parce que je le lui dis à chaque fois quand elle perd un match, et qu'elle rentre à la maison en train de bouder pour dire que... Il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, on a perdu. Plutôt, je me suis battue, parce que quand je demande au coach après comment le match s'est passé, il me dit, ah ouais, mais elle s'est battue, mais elles ont perdu. Je dis, ouais, parce qu'elle est rentrée terriblement en colère, et moi, j'ai l'habitude de le lui dire. Et cette fois-ci, c'est elle qui me l'a dit. Ouais. Et j'ai pensé direct que, écoute, je n'ai qu'un seul. J'ai pas fait beaucoup. Elle a 17 ans aujourd'hui, elle passe le bac. Donc, j'ai pas le choix, en fait. Ouais. Donc, le déclic vient de ta fille. Et 2 semaines plus tard, tu commences directement la chimio ou bien... Pas vraiment. Ok. Je suis allée à l'hôpital et surprise étant pour moi, j'ai ma grand-mère, la tante de mon père, qui a aussi un cancer en ce moment. Oh. Et elle va à l'hôpital pour ses chimios au moins 2 fois par semaine. D'accord. C'est quand je l'ai vue. Je me suis cachée parce que je ne voulais pas qu'elle me voie. Et après, je me suis un peu renseignée. C'était qui la dame? On m'a dit que voilà. Mais pourtant, il y a 3 semaines avant, on s'est vu à la maison chez mon père. Il y avait une réunion de mariage pour ma sœur. Et je me suis... En fait, ça a été le 2e déclic et puis j'ai pas réfléchi. Parce que je me suis dit, si elle, qui a l'âge qu'elle a, elle se bat pour lutter, pourquoi pas moi qui ai 33 ans et... Voilà. En fait, c'est pas possible. Et que là, on n'avait plus le choix. Et je la vois tout le temps, en fait. Quand je vais à la maison ou quand j'ai l'occasion de passer par son quartier, je m'arrête. Et quand tu la vois, elle n'a pas l'air malade. Et à partir de là, est-ce que même tes rapports avec elle, par exemple, ont changé?
Bon, ça n'a pas changé, c'est toujours les mêmes, mais en plus fou, parce que c'est ma rivale. Donc en même temps, voilà. Ok, mais tu vois, avoir un membre de la famille qui est aussi victime de tout ça, est-ce que ça vous rapproche pas aussi un peu quand même, parce que vous êtes un peu dans la même sauce, si on peut le dire comme ça? Avec elle, on va dire oui, parce que ma mère aussi a eu ça, hein, mais elle ne vit pas ici, elle vit à l'étranger. Donc quand elle a eu à traverser ça, elle a eu un cancer du sein. Mais elle, c'était vraiment au début. Donc c'est allé fissa, quoi. C'est allé un peu vite. Mais quand elle s'est fait hospitaliser, je ne savais pas. C'est Ok. quand elle est sortie, quand elle a terminé de faire ce qu'elle avait à faire, quand elle est sortie, qu'elle m'a dit qu'elle a eu ça. Donc, comme elle était en complicité avec ses sœurs, donc personne ne m'a rien dit. Parce qu'ils savent comment je suis, ils connaissent mon tempérament quand il s'agit de ma mère et surtout quand il s'agit de la santé. Je ne cherche pas le midi à 14h. Je prends un avion, je me barre et puis voilà, quoi. Ouais, je comprends. Voilà. Et revenons aux soins, par exemple. Comment les soins, tu étais au centre d'Angonje, n'est-ce pas? Ouais. Comment on te recevait là-bas? Les soins, c'était quoi, la chimio? C'était 2 fois par semaine? Pendant combien de temps? Comment ça s'est passé? J'ai fait, on va dire en gros, j'ai fait 6 mois de chimio. J'en ai fait 6, pour la première en tout cas. J'en ai fait 6. La réception, elle est bonne, mais comme je dis, j'aime pas les hôpitaux. Et que ceux qui on va dire quoi, que ceux qui travaillent dans cet endroit-là, désolé de l'appeler comme ça, vraiment me pardonnent parce que c'est... Tu n'as pas été facile? Non, pas que j'ai pas été facile, c'est un endroit sinistre d'Holland. C'est triste. Ouais. C'est triste de se rendre compte que on peut se retrouver, on est 10 dans une journée, on a la même maladie. Pas au même niveau, mais on a la même maladie. Et il y a des gens qui n'ont pas encore pris conscience que c'est quelque chose qui peut soit marcher, parce qu'il y a des récidives en fait. Oui. Le jour où on a fait la randonnée, toi et moi, j'ai appris ce matin que la femme d'un de mes amis, dans le milieu du basket, sortait d'un cancer du sein. Elle est rentrée il n'y a pas longtemps de l'étranger, c'est là-bas où elle s'est fait soigner. Ouais. Et lui, ça l'a... On imagine bien que ça doit chambouler, justement, parce que je me dis, dans le parcours, comment ça se passe, par exemple, à la maison? Tu as un nouveau régime alimentaire, tu as des nouvelles habitudes, et j'imagine qui dit prendre un traitement dit que tu n'as plus les mêmes habitudes. Traitement, il y a traitement et traitement. Ça, c'est une chose. La chimio, c'est lourd. D'accord. C'est comme quand tu... Bon, je vais essayer de comparer. C'est un peu comme quand tu fais un don de sang. Tu sais que quand tu as terminé de faire le don de sang, tu dois rester allongé, tu dois prendre des trucs pour te remonter et tout. Oui. C'est un peu pareil. Ça assomme. Et pas, ça t'assomme pas un peu. Ça t'assomme sérieusement. Et dans la vie de couple, dans ta propre vie de maman, par exemple, vu que... La grâce que j'ai eue quand j'ai eu ça, j'ai délégué. Chose que je ne fais jamais. Donc j'ai délégué ma fille à mon père. D'accord. Et puis pour ne pas qu'elle pose trop de questions, parce qu'elle en pose. Hein. Et quand elle commence, elle ne va pas lâcher prise. J'ai délégué de ce côté. Question couple. La grâce aussi que j'ai eue, c'est que la personne avec qui j'étais à cette époque ne vivait pas sur place. Donc on se voyait une fois par année. Ce qui m'arrangeait. Comment ça t'a arrangé? Attends, c'est normalement dans ces périodes-là où normalement ta personne doit être là parce que c'est difficile, ou bien tu es le genre de personne qui a du mal à lâcher prise et qui n'aime pas qu'on la voit vulnérable? Ça, c'est un déjà. J'aime pas. Ok. Parce que en général, pour mes amis, je suis... Tu es celle qui est la plus forte? Voilà, je suis celle qui est toujours là pour les autres. Ouais. Voilà, donc me retrouver dans la position inverse, ça c'est ne t'a un pas peu mis à compliqué. l'aise. Oui. Et le pire, c'est que lui, c'est quelqu'un de très... Quand il s'agit de moi et ma santé, c'est la 3e guerre mondiale, en fait. Ok, donc, d'accord. même s'il est loin, il va faire un appel vidéo pour vérifier si j'ai pris mes médicaments. Et si je les ai avalés. Donc, j'avais pas besoin. J'avais vraiment pas besoin de ça. Vraiment pas besoin de ça. Mais du coup, tu as passé un moment donc, où tu voulais être plutôt seule qu'autre chose. Me battre, parce que c'est une maladie où tu te bats en fait, contre toi-même, en fait. Tu te bats contre ton corps, en fait. Tu as l'impression d'être propriétaire de la chose que tu soulèves tous les matins, tu te lèves, tu te laves, tu sors. Non, mais tu n'es pas propriétaire, je suis désolée.
Parce que quand ça tombe sur ta tête et tu te dis, attends, merde, c'est quoi cette connerie là? Ça sort d'où? Dans notre esprit, nous, en Afrique, c'est une maladie de blanc. Cette histoire. C'est une maladie de blanc. Maladie de Toubab, tout, c'est une maladie. C'est une maladie de blanc. Qu'est-ce que ça vient faire en Afrique? Non, les gars, arrêtons. On n'a pas... déjà, pour moi qui ai dû me mettre au régime, parce que c'est vraiment au régime, tu imagines, moi j'aime les bonnes choses. Je suis gourmande, je suis extrêmement gourmande. Oh là là. Et comment ça complètement chamboulé? Tu imagines, tu peux pas aller manger ton steak, tes frites, ta mayonnaise. Ah, Seigneur Jésus, vraiment, la vie de quelqu'un, c'est dur. Hein. Et tout ça, tu as vécu ça pendant... C'est combien, donc, pendant combien de temps que tu as vécu? Donc, tu as dit, la première chimio a fait 6 mois. Et ça a porté les bons fruits ou pas? Oui. Parce que j'ai respecté tout le protocole, parce qu'il y a c'est un protocole, en fait, qu'on devait suivre. Il y a le protocole avant la chimio et après la chimio. Donc, obligatoirement, tu es obligé, si tu veux, je le dis bien et je le répète encore, si tu veux t'en sortir, si tu veux guérir, si tu veux avoir de l'évolution, tu es dans l'obligation de respecter ça. Okay. Ne va pas déborder parce que tu te dis, ouais, mais si je le fais une fois, ça peut passer. Non. Ça a directement de l'impact dans ton corps. En fait, ça va te faire un retour. C'est le boomerang, en fait. Ça part quand ça revient. Oula, ça fait mal. Et sérieusement mal. Ok. Et toi, tu as suivi tout le protocole? J'étais obligée. Je voulais retourner sur mon terrain de basket. J'étais obligée. Ok, donc tu fais 6 mois de chimio et ça porte des fruits. Ensuite, après, c'est quoi la suite? Comment tu te sentais d'abord toi-même et après... J'étais fatiguée. Okay. J'étais très, très fatiguée. J'étais très faible. Je suis née avec de l'embonpoint, comme on dit. Je suis une femme charnue avec tout ce qu'il faut, à la place qu'il faut. Et j'aime ça. Ok. Quand je perds 5-10 kilos, c'est pendant la saison sportive. Mais pendant les vacances, moi, je reprends mes kilos. Mais tu imagines, je ne pouvais même pas les reprendre. Et j'ai dû vivre avec ça pendant un bon bout de temps où il a fallu que je... Le régime alimentaire, tout ça, voilà, tu le suivais toujours? Que je le suive impérativement. Parce que comme je dis, il y a un protocole à suivre. J'ai comme je t'ai expliqué la dernière fois, quand je ne suis pas venue, tous les 6 mois, il faut aller... faire un check-up quand même. Pour vérifier, parce que comme je dis, il y a des récidives. J'ai la mère d'un ami en ce moment qui a dû rentrer pour faire des chimios. Elle est rentrée ce week-end à l'hôpital, elle est rentrée samedi pour aller faire une chimio, alors qu'elle l'avait déjà faite. Ouais, parce que... Ça fait 4 ans que pour elle, c'est passé, donc comme moi. Mais là, elle a récidivé. Oh, donc ça veut dire en fait que c'est comme s'il n'y a jamais de fin en fait. Il faut toujours faire des check-up. Il faut toujours faire attention. Moi, j'ai une question par rapport aux soins. Est-ce que tu as dû payer quelque chose? Personnellement, non. Donc, il y a un accompagnement ici par rapport à ça? Oui, il y a un accompagnement. Mais ça coûte cher, mais il y a une bon, on va dire quoi. C'est un peu comme... Je veux dire quoi? On va dire moitié-moitié. Ok, d'accord. Voilà. Mais personnellement, c'est pas moi qui me suis occupée de... Question argent, c'est pas moi. D'accord, mais il y a quand même une part qui est faite, il y a un accompagnement qui est là. Oui. Parce qu'on se pose aussi la question, parce que justement, tu vois, quand on parle de milliers de communications qu'on voit et par rapport au dépistage, on nous encourage et on nous dit qu'il y a un centre, c'est justement aussi savoir ces choses-là, parce que c'est quand même assez coûteux de ce genre de service. Oui, extrêmement coûteux. Et justement, quand tu te retrouves comme ça, après 4 ans, après être passé par là, surtout après le moment de la chimio, est-ce que tu es directement, quand tu as pu retrouver un peu ta force pour retourner sur les terrains, est-ce que tu es directement parti sur le terrain ou bien il a fallu un autre accompagnement? Est-ce que quand tu passes par une période comme ça, est-ce que tout va bien dans la tête, etc. Non, j'ai vu un psy pendant 1 an. Waouh. J'ai vu un psychologue pendant 1 an. Je suis retournée sur le terrain, oui, parce que mon corps en avait besoin. Je profite pendant les vacances, où j'ai pas d'activité sportive, donc il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas il y a vraiment rien, quoi. Il n'y a que le dimanche où je vais big matcher et tout. Mais ça, c'est le côté physique. Mais le côté psychologique, j'ai vu un psy pendant 1 an. Tu l'as vu de toi-même ou c'est parce que ça a été recommandé? Les deux. Ok. Parce que après ça, j'ai eu un tourbillon de situations qui me sont tombées dessus. Oui. Vraiment, vraiment, vraiment tombées dessus, que je n'ai pas pu gérer émotionnellement.
Parce que je sortais déjà de quelque chose d'assez pénible. Et quand on t'annonce encore d'autres nouvelles que d'habitude tu peux gérer parce que tu n'es pas acculé par autre chose. Mais là, c'était trop. Non, là, j'en pouvais pas. Je pouvais pas. J'ai reçu 3 nouvelles en sortant de là qui m'ont qui m'ont complètement déstabilisée. J'ai essayé de gérer, mais comme je me préparais à aller en championnat national, au retour, C'était trop fort. Non, j'ai pété un câble. Et à ce moment-là, quel a été l'apport du psy? Est-ce que, parce que, tu sais aussi, là, on va vraiment, tu es dans un cas où tu te retrouves avec une grande maladie de toubab et puis tu te retrouves encore aller voir le psy. Tu sais que là, on est vraiment dans on est vraiment dans le cliché, etc. Mais pour toi, personnellement, quel a été l'apport? Parce que c'est justement ça, parce que les gens disent juste, c'est des choses de blanc, mais il y a forcément un apport. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, pendant 1 an? Parce que c'est quand même 1 an régulièrement, tu parles à un inconnu. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, de voir un psy? La paix. La paix. Quand je dis la paix, c'est... En fait, quand tu parles à un inconnu, tu n'es pas jugé. Tu n'es pas pointé du doigt. Oui. C'est la différence quand tu vas te confier à quelqu'un que tu connais. Un inconnu, il ne te juge pas. Il n'a pas de préjugés, il ne te connaît pas. Il connaît juste ton nom. Et parfois, même, il ne connaît pas ton nom. Parce que si tu vas sous X, il ne connaît pas ton nom. Donc, son travail, c'est de t'écouter. Et c'est ce qu'il a fait, lui. Parce qu'on a dû repartir... Ici au Gabon? Oui. Ok. On a dû repartir, on va dire, au fond des choses. Parce qu'au fur et à mesure que je parlais, il posait juste des petites questions et moi, je lui racontais... en fait, comme on est en train de faire là. Donc, il te pose une petite question par rapport à 1, 2, 3 phrases que tu viens de faire sortir. Et quand il m'a dit, je comprends pourquoi vous avez pété un câble, en fait. Vous n'avez pas l'habitude d'extérioriser. Je sais pas que je ne sais pas comment on fait. C'est juste que je trouve... Pas l'intérêt. Pas que... c'est pas l'intérêt, c'est... On va dire quoi? L'utilité d'en faire trop. Ok. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui ne me met pas en colère. Je déteste ça parce que ça me donne mal à la tête. Extrêmement mal à la tête. Si je m'énerve, ça me donne mal à la tête. Et si j'ai mal à la tête, ça va être pire parce que je vais encore 2 fois plus me renfermer. Oui. Et je peux faire 2-3 mois chez moi, je sors pas, je vois pas le carrefour. Voilà. Wow. Je suis difficile. En fait, il faut qu'on m'excède pour m'énerver excessivement. En fait, il en faut beaucoup. Et quand quelqu'un ou les gens arrivent à faire des petites piques du genre ça dit X, ça fait ceci, ça fait machin, je te regarde et puis je rigole. Okay. Pour moi, c'est banal en fait. Donc, moi, ça m'a apporté énormément de paix, de stabilité et de joie parce que j'ai appris des choses que je connaissais pas sur moi. Le fait de supporter, oui, ça je connaissais. J'ai la capacité de le faire, de supporter des situations un peu périlleuses et tout, et de les accepter. Mais là, j'ai pas accepté parce que mentalement, je n'étais plus prête pour ça. Je me battais déjà contre moi-même pour me sortir d'une situation que je n'ai pas créée, que je ne sais pas d'où elle sort. Et en tant que sportive, toi, parce que tu es comme une sportive, comment on le vit? Parce que nous autres, là encore, on peut dire que peut-être c'est parce que je faisais pas le sport régulièrement, etc., etc. Comment on le vit? Parce que quand tu es active physiquement... Mais le pire, c'est là, en fait. Moi, étant active tout le temps, j'arrive à avoir cette maladie de toubab, là. Et c'est là où tu te dis, mais c'est quoi le truc? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Ou bien c'est parce que je suis trop gourmande, ou bien c'est parce que j'aime trop les bonnes choses, j'aime la sucrerie, j'aime boire un verre de vin de temps en temps. Je sais pas. Mais, comme je disais... Au sortir de tous ces questionnements, est-ce que tu as pu aborder ça, par exemple, avec le psy? Avec le psy. Oui. Est-ce que ça t'a soulagé? Je te promets que... Mais 1 an avec le psy... Je te le dis, c'est vrai que tout le monde va entendre, hein, mais je vois toujours mon psy jusqu'à aujourd'hui. Et ça te fait du bien? Bien sûr. Parce que comme je t'ai dit, j'ai appris tellement de choses sur moi que je me rends compte que je préfère aller parler à un inconnu. C'est plus simple. Et c'est sain. C'est pas simple, mais c'est sain. Pour toi-même et ta stabilité personnelle. Voilà. Je vois mon psy 3 fois par année. Mais j'ai un plaisir, parce que c'est des séances qui durent quand même 2 heures.
Ah, c'est le KGS, là, Ouais, c'est genre tout ce qu'il a manqué et tout. Ah ouais, c'est Ouais. super. Donc j'espère que vous qui nous écoutez, les associés du Boulalou Gang, vous vous rendez compte que finalement, il faut quand même aller voir le psy. Et pour revenir justement à la maladie, qu'est-ce que toi tu dirais à une femme qui hésite à se faire dépister? Est-ce que tu penses que vaut mieux vivre dans l'ignorance et puis tu vis comme ça? Ou bien c'est quand même important de se faire dépister? L'ignorance tue. Waouh, ouais, ça c'est vrai. Que ceux qui ont les oreilles pour écouter, l'ignorance, ça tue. Excusez le terme creux, ça crève. Être ignorant n'est pas la meilleure chose à faire. Je suis désolée. Moi, c'est pas par ignorance que j'ai pas fait. Non, je voulais savoir. Je suis très curieuse quand il s'agit de ma santé ou de mon bien-être. Si je te dis, quand je suis rentrée de l'étranger, après mes études universitaires, je pesais 150 kilos, mais je les sentais pas. Ouais, je vois. Je les sentais carrément pas. J'étais dans un pays où le sport pour les femmes se fait le mardi, le jeudi et le samedi. Je suis dans un pays musulman. Donc, pour aller en salle de sport, il faut attendre des jours précis. Mais moi, pendant ces jours, moi, j'ai cours. J'ai pas le temps d'aller là-bas. Et il fait froid. Donc, tu me vois aller en hiver, aller faire du sport, même si la salle, elle est chaude. Non, mais j'ai pas le temps. Je préfère être à l'air libre. Je cours, je fais machin. Mais même pour ça, pour aller à un terrain Jouer, etc. pour les Noirs, on va dire ça comme ça, parce que c'est comme ça qu'ils nous appellent là-bas où j'étais. Il faut une autorisation pour aller jouer au basket sur un terrain. Ou bien il faut être accompagné d'un autochtone. My God. Donc, tu imagines, je dois faire tout ce protocole-là pour aller faire du sport. Déjà en salle, il faut que j'attende mardi. J'ai pas le temps. Pour aller jouer en extérieur où je suis le mieux, qu'on dirait une girafe dans sa savane, on me dit qu'il faut que j'écrive un papier. Non, il faut être sérieux. Donc, l'ignorance. Donc, ça écoutez tue. bien, Ichiklia, l'ignorance, ça tue. L'ignorance tue. Et justement, parlons d'Octobre Rose, parce que dans tout ça aussi, il y a Octobre Rose et justement, qu'est-ce que tu penses un peu de toute la grande communication aujourd'hui qu'il y a? Parce que moi, j'ai une lecture un peu compliquée des choses, parce que je vois maintenant que tout le monde met ça en mode bon, comme il y a ça, il faut qu'on fasse comme tout le monde. Mais quelle est toi justement ta lecture après tout ça, de tout ce qui se fait comme campagne, etc., etc. Est-ce que tu trouves que les gens font trop? Est-ce que tu trouves que c'est bien qu'ils en fassent trop? Ils en font trop. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus axés sur le premier point pour lequel cette... comment on dit La ça? campagne de sensibilisation est là? Voilà. Ils ne sensibilisent plus. C'est beaucoup plus... On va vous faire un cours de sensibilisation de 15-20 minutes. Oui, c'est vrai, il y a peut-être 2-3 professionnels, mais une campagne de 15-20 minutes pour que quelqu'un prenne conscience que je dois me lever, aller me faire dépister, c'est pas suffisant, je suis désolée. On est beaucoup dans le... Ouais, ça, on va dire quoi, c'est tendance en ce moment, quoi. Ouais, c'est le paraître rose. J'ai mon maillot du Real de Madrid, je suis en rose. Parce qu'après, je vais regarder le match du Real Madrid à 20h. Voilà. Voilà, non, Donc, on ne va pas parler des choses du foot ici, là. Je donc refuse. moi, je trouve qu'ils en font un peu trop. Ce n'est pas le... C'est bien de faire ce qu'ils font, oui. Ça a un bon côté. Mais moi, j'ai assisté à beaucoup depuis ces dernières années, j'ai assisté à beaucoup d'ouvertures d'Octobre Rose et tout ce qui va avec. La dernière que j'ai assistée, il n'y avait même pas de campagne de sensibilisation. En fait, on est juste venu faire du sport. Et puis chacune est rentrée. Après, il y a eu un buffet, il y a eu... les autorités qui étaient là ont fait leur discours, etc., etc. Et puis chacun est rentré chez soi. Il n'y a pas eu de campagne de sensibilisation. Et ça, c'est désolant parce que moi, je me dis, imaginez une petite fille de 15 ans qui n'a même pas encore commencé la vie, ou bien une petite fille de 8 ans qui ne pense qu'à jouer, aller à l'école, aller voir ses copines, aller se balader, aller se baigner à la piscine, atteinte d'un cancer. Là, ça, Alors que son père ou sa mère n'a jamais été informé. Et pourtant, chaque mois, on te demande de porter un pins, on te demande de porter une couleur. On te parle de sensibilisation, mais il n'y a aucune sensibilisation. Un prospectus, ce n'est pas une sensibilisation. Je suis désolée. Moi, je crois même qu'on doit, comme on dit en anglais, we take action. On ne peut pas juste dire, bon, venez, on vous fait juste asseoir. Non, allons-y se faire dépister.
Mais allons. c'est l'objectif premier, en fait, de la sensibilisation. C'est qu'on La y va, on sensibilisation organise est un déplacement. Voilà, est censé emmener les gens que vous sensibilisez à aller connaître leur statut. C'est Dans comme le les centres. VIH. Oui, clairement. Quand Regarde, on par vient faire une exemple, campagne de sensibilisation, tu sais que dans ta tête consciemment, tu es un jantra. Mon cher, va te faire dépister. C'est mieux pour toi. Parce que et là, l'ignorance tue parce que ça peut amener très loin. Parce que c'est ce genre si de tu ne me sensibilises pas, comment je suis au courant que cette maladie existe, Dolan? Si je ne suis pas sensibilisée convenablement, comment je saurais que ça existe? Après, je pense que culturellement aussi, on a une façon, on a une légèreté. J'en parlais même sur mes réseaux il y a quelques semaines. On a un tic de l'immaturité où on ne prend plus rien au sérieux. Mais ça devient tellement dangereux. Malheureusement, j'invite à ceux qui pensent que le cancer, c'est juste une maladie de Toubab de faire un tour au centre cancérologie d'Angonje. Juste aller regarder. Rendre visite ou bien prendre des renseignements. Allez-y faire un tour. Vous me direz, si vous passerez le pas de la porte là, sans que vous ne sentiez que votre esprit, votre corps, vous n'êtes plus là, quoi. Ouais. La réalité des choses, c'est que il ne faut pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui soit impacté de ça ou bien qui ait vécu ça autour de vous pour vous prendre conscience. Voilà, pour prendre conscience que ce n'est pas une maladie de blanc. Malheureusement, on essaie d'expliquer aux gens aujourd'hui que la nourriture que nous mangeons est cancérigène. Il y a des trucs cancérigènes à l'intérieur. Mais comme on dit souvent, comme on a tendance à le dire, comme tu as dit tout à l'heure, on ne prend plus rien au sérieux. Le noir ne meurt pas de microbes. Ah, alhamdoulilah, c'est vrai, on ne meurt pas de ça. Hein. Mais quand tu n'as pas les moyens de te faire soigner, papa. Ça fait mal, hein. Je te dis, fais un tour là-bas, tu sauras ce que c'est. Non, mais en vrai, en parlant même justement de ça, c'est que ne pas prendre au sérieux, ça veut dire on peut prendre avec légèreté parce que la situation est un peu compliquée là sur le moment mais on peut pas prendre au sérieux, surtout quand ça concerne la santé, parce que la santé vraiment ne choisit pas est-ce que tu es riche, est-ce que tu es pauvre. C'est la partie du film, si. Ça choisit pas est-ce que tu es riche, est-ce que tu es pauvre. On a vu des cas d'AVC dans des familles pauvres, on a vu des cas d'AVC dans des familles riches. Donc c'est pas une histoire de j'ai l'argent ou je n'ai pas l'argent. Et justement, quand on parle famille pauvre, famille riche, ça nous ramène justement au basique de la vie, parce que j'imagine que cette expérience-là t'as appris des choses sur la vie. Quelles sont les leçons que tu estimes qu'avant tes 33 ans et avant ce jour-là, dans ces 33 ans, quelles sont les leçons que tu as apprises après depuis le début de ton parcours avec le cancer? Déjà, il faut, comment on dit ça, prendre toujours la vie du bon côté. En fait, il faut profiter de la vie, mais sans excès. Et il faut s'informer. Okay. Comme j'ai dit, l'ignorance tue. C'est pas parce que... je veux dire comment. C'est comme quand on était au lycée, quand on t'envoie faire un devoir de recherche et que tu fais mine de ne pas aller le faire et venir copier ce que l'autre a fait. Mais tu ne comprends pas ce que l'autre a fait. Parce que l'autre peut avoir fait ses recherches, mais il a amélioré sa recherche. Donc, il a mis de sa tête dans son devoir. Toi, tu viens faire un copier-coller. Donc, tu vas avoir une note. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu as compris? Parce que ça, c'est un bon point. Parce que l'objectif d'apprendre, c'est pas de juste avoir des notes. C'est qu'est-ce qui reste dans le cerveau, etc. Moi, j'ai appris que la vie ne tenait qu'un fil. Parce que quand on me dit, si... désolée. Si je ne me fais pas soigner, je peux devenir stérile, je peux ne plus avoir d'enfants. Je suis née dans une famille énorme. Donc, je ne manque pas de frères ni de sœurs. Je suis l'aînée, mais je ne manque pas de frères ni de sœurs. J'en ai tellement. Ma famille est grande. Donc, la joie que c'est quand tu rentres chez toi et que tu entends le bruit, tu entends la télé, tu entends les portes claquer. Et quand on te dit qu'un matin, tu peux partir et laisser tout ça. Parce que tu ne fais pas attention. Parce que tu n'as pas fait assez attention. Ce n'est pas une... on va dire quoi? C'est quoi le mot là? Une obsession. D'être toujours en bonne santé. Non. Parce que même le corps a besoin de vin, a besoin parfois de... il faut la balance. Voilà. Il faut que ça soit du juste milieu. Mais quand tu te réveilles le matin, toute joyeuse, et que 2 jours plus tard, on te dit, tu dois rentrer en chimio.
en fait, ta vie s'arrête. Et c'est là où tu te rends compte que... Mais j'aurais beau faire tout ce que je fais, mais à un moment donné, à un certain carrefour, il y a forcément un truc qui va me balayer. Et si je ne suis pas prête, il y a certains qui font des AVC quand ils apprennent ce genre de nouvelles. Ouais. Il y a des gens qui pètent les câbles. Sérieusement, péter les câbles. Les gens qui fuient même les hôpitaux, j'imagine. C'est une maladie comme toute autre. Mais dès que tu as le temps de te faire soigner, tu te fais soigner. Et puis c'est tout. Et tu pries, et tu espères que tu ne feras pas une récidive. C'est pour ça que moi, je fais mon check-up tous les 6 mois. C'est imposé. Je le fais, je vérifie. Malgré tout le sport que je fais, Il faut toujours vérifier, ouais. Ah non, en fait, j'ai pas le choix, en fait. Je ne me donne pas le choix de ne pas aller vérifier. Je suis dans l'obligation de le faire. Parce que tu pars, mais ceux qui sont derrière, c'est vrai, on va t'oublier au bout de 10 ans et tout. Mais moi, j'ai pensé à ma fille d'abord. Hein. Ouais. C'est la première personne à laquelle j'ai pensé. Elle grandit, elle aura besoin de conseils de sa mère. Tout le monde n'est pas moi. Clairement. Tout le monde ne tolérera pas ce qu'elle fait. Comme Tout le toi. monde ne comprendra pas que quand elle est comme ça, c'est qu'elle a besoin d'attention. Waouh, ah là là, tu as rendu l'épisode là très 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 sérieux. J'aime ça parce que des fois on parle, on rit ici et je crois que le sujet est vraiment sérieux et il mérite d'être bien abordé. Quel est le dernier message que tu pourrais donner, parce qu'on arrive à la fin de notre épisode du Boulalo Talk, le dernier message, genre un message à tout le monde, parce que ok, là on parle aux femmes, mais je pense qu'il y a aussi l'accompagnement des personnes avec toi, même si tu rejetais notre beau-frère, mais quand même, faut avouer qu'il était quand même là, tu vois. Non, mais donc, il ne faut pas oublier qu'il y a les cancers de la prostate, oui. du pancréas, Ouais. du côlon. Le côlon, c'est chez tout le monde, le pancréas, c'est chez tout le monde, mais la prostate, Ouais, c'est chez les hommes aussi. on attend le mois prochain, c'est leur tour là. Oui, justement, c'est comme quoi, c'est comme pour justement dire que c'est important de faire des check-ups, de prendre soin de soi. C'est terriblement important. On pense que prendre soin de soi, c'est coûteux. Non, je suis désolée. C'est de boire au moins 1 litre d'eau par jour, c'est de manger des fruits, des légumes. Ne pas penser que parce que je suis immunisée en tant qu'Africain par les microbes que ça va aller. Hein. Même l'affaire d'immuniser, là, même chez nous, on tombe malade, on fait les foulous et tout ça. C'est vraiment, on a vraiment des croyances qui sont un peu compliquées chez nous et j'imagine... Encore heureux que ces croyances existent parce que ça marche quand même. Oui, non, pour ça. Et puis ça booste le moral, écoute. Ouais, n'est-ce Genre, pas? quand tu as un problème, tu dis, bon, le microbe ne va pas me tuer, Je tu vois. mange ça et puis c'est fini. Non, mais plus sérieusement. Bah, écoutez, pour ma petite expérience, je suis une jeune dame. J'ai 37 ans aujourd'hui. Je suis maman et je suis grand-mère. Ma petite fille aura 2 ans le mois prochain. Je vous en supplie. Vraiment, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Parce que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Certes, pour certains, oui. Mais la mort ne viendra pas peut-être maintenant. Ou la séparation peut arriver aussi de but en blanc, quoi. On décide. Parce que l'être humain est changeant. Mais je vous supplie, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Ça ne coûte rien du tout. C'est gratuit. Se faire dépister, c'est gratuit. Ça fait un peu mal, mais c'est gratuit. Allez-y vous faire dépister. Au moins, quand vous saurez quel statut vous avez, vous aurez cette paix-là pour dire que, ah ok, je sais au moins que je n'ai pas ça. Parce que aujourd'hui, vous pouvez ne pas l'avoir. Mais si vous êtes ignorant et que vous n'allez pas vous faire dépister, je vous assure que vous pouvez vivre avec la maladie là dans le corps. Mais au moment où vous allez vous faire dépister, il sera peut-être trop tard. On ne pourra plus rien faire pour vous. Et ce sera dommage parce que on aura, pour certains, parce que, comme j'ai dit, moi, je n'étais pas prête à parler de ça. Il y a quelques années, je n'étais pas prête à parler de ça. Parce que c'est encore imprégné dans mon esprit. Mais comme moi, j'ai des gens autour de moi qui posent des questions parfois et que je peux apporter ma lumière, je le fais. Ça ne coûte rien. À partir de maintenant, ça va. Tu t'es déjà lâché sur le Boulalo Talk, donc tu vas leur envoyer le lien, comme ça ils pourront écouter. Au moins là, tu auras tout dit. Donc, la vie ne tient qu'à un fil.
prenons le temps de nous faire dépister. Et là aussi, c'est même carrément un message pour moi parce que j'avoue que c'est difficile. Pour le sein, on nous parle d'exercice d'autopalpation, mais vraiment, le col de l'utérus, c'est autre chose. On ne peut pas le faire nous-mêmes. Non, il faut Et aller. c'est important de se faire dépister. C'est gratuit pendant le mois d'octobre. Et ils disent aussi que c'est aussi possible, même hors du mois d'octobre, et que c'est toujours gratuit. Je pense que là, le Boulalou Gang et tous les associés, je pense qu'on va trouver le moyen d'aller se faire dépister ensemble. Parce que si vous avez peur, vous êtes un peu stressé comme moi ou bien comme les personnes qui me l'ont partagé. Ben, je c'est serai prête à vous accompagner. Voilà, donc on va Ça trouver arrive. le moyen d'organiser ça. Je pense qu'on va organiser ça. Et donc, je pense qu'on est arrivé à la fin de cet épisode spécial. C'était un peu difficile à tout encaisser, mais merci Ichklia d'avoir été aussi honnête, d'avoir parlé avec ton émotion vraie, parce que moi-même, ça m'a transpercé. Je me suis dit, non, là on est obligé parce qu'on ne sait jamais. Et moi-même, je suis rentrée dans la trentaine, donc forcément, il faut prendre le temps de se faire dépister, parce qu'au départ, on nous disait que c'est pour les femmes de la cinquantaine, mais on se retrouve même avec des cas des femmes de la vingtaine. Donc là, en fait, il y a plus, ne cherchez plus les Non, il n'y a histoires plus d'âge. il y a plus d'âge. Là, il faut, déjà avec nos habitudes de consommation, etc., je pense que c'est le bon. Une petite parenthèse au passage. J'ai le fils de mon conjoint qui s'est fait enlever un rein à cause du cancer, parce qu'il avait le cancer. Il a 2 ans. Et vous voyez un peu. Il s'est donc, fait opérer en février de cette année. Wow. Il s'est fait enlever un rein parce qu'on ne pouvait plus le récupérer. Donc on a dû lui enlever un rein à Jeanne-et-Bourré parce qu'il avait le cancer. Donc il a fait 2 chimios. à 2 ans. Donc, vous imaginez. Donc, aujourd'hui, le cancer n'est plus une histoire d'âge. Aujourd'hui, le cancer, tous les cancers, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société, on a du mal parce que tout est un peu rivé sur les femmes aujourd'hui. Mais il y a plusieurs cancers. Là, on finit Octobre Rose, on va basculer à Novembre Bleu. Faisons-nous dépister. C'est notre santé, c'est important. Et n'oubliez pas aussi toujours de prendre soin de vous avec ce que vous mangez, ce que vous consommez, ce que vous mettez sur vos corps, et etc., etc. Donc, merci, Ichklia, d'avoir été avec nous. Mais c'était un plaisir. Moi, je vous remercie de nous avoir écoutés sur cet épisode vraiment, vraiment spécial parce qu'il y a d'autres épisodes qui vous attendent jusqu'à la fin de l'année. Merci le Boulalou Gang d'avoir été avec nous, mes associés. N'oubliez pas de commenter et surtout de partager cet épisode parce que franchement, je pense que tout le monde a besoin d'écouter ça, surtout dans un contexte gabonais, un contexte africain où on a nos croyances et où on pense que le cancer, c'est les maladies de Toubab. Moi, je vous dis merci. On se retrouve très, très, très vite pour un nouvel épisode de votre Boulalou Talk. Bisous, bisous, Miss Boulalou.